bienvenue à cette émission du grand débat de Financial Afrique consacrée aujourd'hui au phénomène de l'immigration et spécialement à cette tendance des jeunes Africains à immigrer, à aller aux États-Unis, à poursuivre le rêve américain en passant par un pays qui était inconnu encore pour les jeunes Africains il y a quelques mois, le Nicaragua. Alors, pour en parler sur ce plateau, comme il est de coutume, Rivo Ratimandressi, qui est le CEO de la Rencontre des entrepreneurs. Bonjour Rivo. Bonjour Adama et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Financial Afrique. Alors, la Rencontre des entrepreneurs fédère des entrepreneurs, des entreprises. Donc, les jeunes qui migrent vers le Nicaragua, puisqu'il s'agit de ce sujet aujourd'hui, évoquent toujours une problématique, la recherche de l'emploi, le chômage. Est-ce qu'au Sénégal et d'une manière générale en Afrique, vous sentez qu'il y a un chômage très élevé et plus élevé que dans le reste du monde? Alors, effectivement, peut-être avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord, comme on va parler d'un sujet assez sensible, il y a des drames, il y a des douleurs, il y a des familles demain qui ont perdu le leur. Donc peut-être juste pour saluer leur mémoire et comme nous sommes des Africains, voilà, c'est-à-dire que qu'ils reposent en paix. Effectivement, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, ils sont partis. Peut-être d'autres qui n'ont pas le respect tel qu'on respecte les morts, etc. et tout. Donc voilà. Maintenant, est-ce que, pour répondre à ta question, j'aimais beaucoup du moins ton introduction, tu disais effectivement le pays Nicaragua inconnu des Africains. Maintenant, on arrive à le situer sur la carte. Effectivement, voilà un pays de l'Amérique latine. On ne sait pas d'où en fait demain ce phénomène. Moi, j'étais surpris d'ailleurs. J'étais surpris parce que quand tu regardes bien l'année, Adama, ce phénomène a vraiment véritablement pris l'ampleur, je pense, le deuxième ou troisième trimestre en fait de l'année. Comme d'habitude, hein, je pense que quelqu'un a ouvert la boîte de Pandore et les autres en fait ont suivi. Maintenant, pour répondre clairement à ta question, est-ce que le fait de partir est synonyme de l'avenir? Au fond, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs réponses qu'on peut donner. D'abord, la réponse politique. Là, on peut le dire, et c'est un des problèmes du moins de nos pays, il n'y a pas que le Sénégal. L'échec des problèmes de règlement du chômage au niveau de nos États. C'est un échec, on peut le dire. S'il y avait suffisamment d'emplois, c'est-à-dire que s'il y avait suffisamment d'offres, les jeunes ne partiront pas. Donc, alors juste pour donner un chiffre, pour bien camper le débat, on parle chaque année en Afrique de 15 millions de jeunes qui entrent dans le marché de l'emploi contre une offre de seulement 3 millions. Donc le gap est énorme. Ça veut dire que nous avons à peu près 12 millions de demandes d'emploi non satisfaites en Afrique. Donc ça peut expliquer aussi ce flux migratoire. Effectivement, et je pense qu'une dimension qui n'est pas souvent prise en compte en Afrique ces dernières années, pourtant en Europe, certains économistes le prennent, c'est la dimension démographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'Afrique, c'est le premier, c'est-à-dire que j'ai lu dans la semaine, durant le week-end, un chiffre qui m'a vraiment interpellé. Sur les 490 millions de futurs travailleurs dans les 10 prochaines années dans le monde, 98% viendront d'Afrique. C'est-à-dire que, en fait, c'est un truc de malade. C'est un truc complètement, en fait, c'est un truc incroyable. Je pense que les politiciens africains n'ont pas pris la dimension à quel point la démographie peut propulser leur pays en fait vers l'émergence. Eux, ils ont vu les ressources naturelles, le pétrole, il faut creuser, il faut chercher du lithium, il faut chercher du cobalt, mais ils n'ont pas vu en fait cette ressource pourtant primordiale. Et quand tu regardes bien, c'est la ressource en fait qui est la plus négligée, or que c'est la ressource la plus fondamentale. On ne peut pas faire émerger un pays sans le capital humain. Tous les chefs d'entreprise le savent. Vous ne pouvez pas développer une entreprise sans un capital humain, un capital humain heureux, bien dans sa peau, bien formé, et ainsi de suite. Et quand tu regardes bien tous ces éléments-là, c'est ce qui manque en nos pays. Et donc, peut-être, je dis, donc, première dimension, l'échec de nos pays, l'échec de nos politiques. Et politique en quoi exactement? Et je pense que c'est la politique de l'éducation.
et de la formation. Je pense que vraiment là, il y a un problème. Parce que quand on regarde bien les jeunes qui prennent le bateau, parce qu'il y en a d'autres aussi qui partent quand même, mais qui prennent l'avion, heureusement, et qui sont bien accueillis. Eux, ils sont bien formés. Là, récemment, j'ai lu, par exemple, que la France a lancé l'immigration choisie, comme dirait l'autre, l'immigration choisie pour les médecins et les pharmaciens. Donc, ceux-là, si vous êtes médecin aujourd'hui au Sénégal, si vous êtes pharmacien, vous pouvez partir tranquillement. Quand je dis tranquillement, c'est que vous ne risquez pas votre vie. Donc, les jeunes qui meurent, du moins sur les bateaux, dans la jungle nicaraguayenne ou salvadorienne et mexicaine, ce sont des jeunes, en fait, du moins qui ont un problème de formation. C'est un problème de formation. Et donc, du coup, ça interpelle. Qu'est-ce que, du moins, en quoi nos États, ces dernières années, en fait, se sont focalisés? Parce qu'une fois encore, le Sénégal aujourd'hui... Alors, quand vous parlez de ces dernières années, certainement, vous parlez depuis cette inflexion, les années 80, avec les politiques d'ajustement structurel qui ont vidé les secteurs de l'éducation et de la santé de leur budget précieux et qui ont fait que effectivement, on a l'école publique qui est tombée à peu près partout en Afrique subsaharienne comme en Afrique du Nord. Et effectivement, et même, c'est-à-dire que là, tu as très très bien fait de rappeler, Adama, parce que la source, c'est exactement ça. Et non, pas non seulement tombée, mais les écoles privées qui étaient censées justement prendre le relais, pour moi, ont tous failli. Parce que parmi ces jeunes, c'est vrai que je ne sais pas s'il y a des statistiques, puis ils disent, voilà, est-ce qu'ils viennent du public ou est-ce qu'ils viennent du privé? Le profil des jeunes qui émigrent. Exactement. Alors, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ces jeunes dépensent en moyenne pour rejoindre Nicaragua, c'est-à-dire pour quitter exactement Dakar ou Nouakchott, parce que c'est deux pays quand même, paradoxalement, qui sont très bien positionnés dans ces géographiquement, effectivement. Géographiquement, peut-être on trouvera une explication au cours de ce débat, mais c'est 6 000 € pour rejoindre l'Amérique depuis Dakar, 3,5 millions, depuis le Sénégal. 3,5 millions francs CFA. Donc c'est énorme quand même comme montant. Pour des jeunes chômeurs, on s'interroge, est-ce qu'ils sont tous chômeurs? Et comment ils arrivent à mobiliser autant de fonds? Et c'est ça qui est extraordinaire, voilà. C'est ça que je l'ai dit, c'est-à-dire que autant vous avez des jeunes effectivement qui sont au chômage, mais mine de rien, ils arrivent à lever, comme on dit finalement trivialement, ils arrivent à lever pour partir, réunir autant de sommes. Et vous vous posez la question, est-ce que cette somme-là ne serait pas plus utile en fait ici, à Dakar, du moins au Sénégal ou du moins en Afrique? Et moi je me pose la question, parce qu'une fois encore, qui dit migration, dit en fait une économie derrière. Et je voudrais juste rappeler aux Africains, parce que finalement, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, les bateaux négriers venaient sur le port du Sénégal, via Gorée, pour ramener finalement les fils et filles de ce continent vers le Nouveau Monde. Vous voulez dire pour les acheter? Effectivement. On les achetait, on les enchaînait. Et là où je veux en venir, c'est il y a des personnes qui ont fait de ce commerce, qui ont fait fortune via ce commerce. C'est-à-dire qu'ils louaient des bateaux, ils montaient des bateaux, ils mettaient à disposition et qui fait ce commerce macabre. Et je voudrais juste rappeler aux personnes qui font ce commerce aujourd'hui, parce que ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des Français, ni Américains, ni Chinois, mais ce sont bien des Sénégalais qui prennent des bateaux. Disons que ce sont des réseaux. Des réseaux mondialisés. Parce qu'il y a des Sénégalais au départ, mais à l'arrivée, vous avez des Mexicains, des... Adama, quand les gens quittent Kayar, quand les gens quittent Saint-Louis, quand les gens quittent les côtes sénégalaises, ce ne sont pas des Ougandais, du moins, ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Anglais, ce ne sont pas du moins ces pays esclavagistes à l'époque qui le prennent. Ce sont bien des Africains. Et donc, je voudrais juste rappeler à ces personnes-là que voilà, ils se disent musulmans, d'autres se disent chrétiens, mais je voudrais juste leur rappeler que l'histoire pas lointaine, ce sont d'autres personnes, en fait, qui nous l'ont fait. Et que là, actuellement, le commerce qu'ils font, c'est un commerce, pour moi, immoral, et que, je sais pas si ça se passe, mais j'ai pas entendu beaucoup des autorités arrêter ces personnes-là. Oui, il y a quand même des tentatives de bloquer ces flux à partir des points de départ. Oui, mais comme je l'ai dit, c'est une économie macabre. Voilà. Certes, d'autres peut-être vont faire fortune, ça je n'en doute pas, parce que quand tu dis effectivement 6 000 € pour partir, effectivement ça c'est le package global, sur un bateau en moyenne c'est entre 200 et 300 sur les grandes pirogues finalement du moins qu'on voit, on fait le calcul rapidement.
Il y a, Alors les 6 000 euros, c'est vraiment le billet d'avion, parce qu'ils ils prennent le vol, ils viennent jusqu'au Nicaragua, et de là, ils gagnent un autre pays, je pense que le Costa Rica, et ensuite ils vont au Mexique. Et au Mexique, et à chaque fois, il faut payer des passeurs tout le long du trajet. Et une fois là-bas, vous allez à la frontière mexicaine avec l'Amérique, où il y a le fameux mur, j'ai envie de l'appeler le mur de Donald Trump, où il y a des milliers et des milliers d'Africains, mais aussi pas d'Africains. D'ailleurs, les Africains sont minoritaires, puisque j'ai vu les statistiques. Les Cubains, les Haïtiens sont entre aussi, janvier et maintenant, et le mois d'octobre, il y a plus de 100 000, par exemple, Cubains, Haïtiens et Vénézuéliens. Ils sont beaucoup plus proches. Ils sont beaucoup voilà, plus proches. qui sont beaucoup plus proches. Les Africains, on en parle parce que c'est un phénomène nouveau. Jusque-là, c'était la Méditerranée qui a englouti, rappelons-nous, 20 000 Africains entre 2014 et maintenant. C'est quand même le plus grand cimetière marin au monde. Donc là, la question, c'est, mon cher Rivo, vu cet investissement, 6 000 euros pour partir, est-ce que c'est la perte de foi en l'Afrique? Ces jeunes se disent de toute façon on ne peut pas réussir en Afrique, ou bien est-ce que du point de vue symbolique, dans les représentations que nous les Africains nous avons de la réussite, il faut partir, et que réussir finalement c'est voyager, c'est partir, c'est quitter l'Afrique? C'est factuel. Clairement, comme je l'ai dit, en fait, c'est un échec à tous les niveaux. Parce que quand tu regardes bien... Au niveau des familiales, États, oui, au niveau familial. C'est-à-dire que le Sénégal a ceci de particulier, parce que le Sénégal, c'est un des pays où, quand vous vivez à Dakar comme moi, c'est dans chaque famille, quasiment, on n'a pas fait toutes les statistiques, mais quasiment dans chaque famille, vous avez quelqu'un en fait, qui habite à l'étranger et qui, potentiellement, et qui renvoie l'argent. C'est ça. Bien. Et donc, pour ces jeunes-là, finalement, qui restent, quand vous voyez le voisin, ou finalement le fils ou la fille du moins qui est à l'étranger, du moins qui monte un R+1 ou R+2, ou du moins qui peut s'acheter une voiture, ou du moins qui a une largesse, du moins une capacité financière un peu plus importante du moins que le vôtre, la tentation, j'allais dire, vous tente d'autant plus que vous avez très peu, comme on a dit tout à l'heure, d'offres d'emploi. Et c'est là où je voulais dire aussi finalement par rapport à l'offre d'emploi. Il y a l'offre d'emploi formelle et l'offre d'emploi informelle. C'est pas qu'il n'y a pas de travail, mais c'est que le travail ne paye pas suffisamment. C'est-à-dire que si vous travaillez dans l'informel, vous dites, OK, je vais faire combien de dans chaque soir, je vais faire du moins de la dibiterie du côté de Médina. C'est pas avec ça que vous allez dire, OK, que je peux en fait vivre ma vie, envoyer ma fille ou du moins mon fils du moins dans une bonne école. Donc les gens survivent en fait. Et donc, moi je peux comprendre effectivement que cette réalité-là peut pousser les jeunes à partir. Mais néanmoins aussi, je me pose la question parce que il faut aussi finalement qu'on se pose des questions. Ces jeunes, la plupart, il y a beaucoup de métiers qu'ils refusent de faire en fait, ici au Sénégal. Parce que là, on parle du Sénégal. Ils refusent de faire au Sénégal. Quand on leur dit, écoutez, retournez à l'agriculture, ils ne veulent pas. Peut-être ce qui est compréhensible compte tenu des conditions dans l'agriculture. Quand vous dites, OK, vous êtes en ville, il y a des métiers dans le bâtiment. Il y a des métiers dans le bâtiment parce qu'à Dakar, il y a beaucoup de construction. Les gens ne veulent pas faire le métier de bâtiment parce que c'est mal payé. Bien, on vous dit, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Allez, je ne sais pas, allez faire du métier du service, vendez dans les trucs de fast-food. Ouais, on ne veut pas parce que c'est dur. Mais quand tu analyses bien, Adama, quand ils arrivent à l'étranger, qu'est-ce qu'ils font comme métier? Quand les jeunes arrivent en Espagne, quand ils arrivent en Italie, quand ils arrivent en France, même aux États-Unis, ils font quoi? Mais en fait, ils font le métier qu'ils refusent demain de faire chez eux. C'est-à-dire que lors du Covid, on a bien vu, c'est-à-dire que plus personne du moins ne voyageait. En France, il y avait un problème finalement pour ramasser les fraises, pour ramasser du moins tous les métiers du moins agricoles. Et c'est ça, en gros, qui est paradoxal via ces jeunes-là, c'est-à-dire que, OK, certes, si pour moi, ils quittaient le Sénégal pour dire, OK, moi au Sénégal, je refuse d'être, je sais pas, d'être ouvrier dans le bâtiment simple et que moi, j'arrive quelque part et que ça me permet de m'élever. Et ça, je dis, OK, tant mieux. Et peut-être, là, c'est clairement nos échecs. Mais si tu arrives là-bas et tu occupes en fait exactement la même chose que chez nous, en plus dans les plus mauvaises conditions, parce que là-bas, tu n'as plus la famille. Il faut que tu te loges, il faut que tu te nourrisses.
avec toutes les tentations possibles et inimaginables. Tu dors du moins dans les rues, du moins les images, on a tous vu Alors, les images. on l'a vu avec ces images chocs de New York, une ville de 8,5 millions d'habitants qui accueille depuis janvier presque 10 000 demandeurs Et qui dorment dans les d'asile rues. et de protection par Et, mois. et qui dorment dans les rues. Et qui dorment dans les rues. Le maire a tiré la sonnette d'alarme. Ils n'ont plus où loger. Effectivement. Et c'est ça que je dis. C'est-à-dire que je lance vraiment, c'est-à-dire qu'une réflexion. Est-ce que le fait de partir pour avoir une condition meilleure, moi je suis d'accord, mais est le fait de partir, avoir une condition moindre que vous avez chez vous, est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça la question que moi je voudrais Sans parler poser à de ces la jeunes. ville mexicaine de Chapachula et de tout le long Oui. du trajet où il y a beaucoup de prises d'otages, Et je pense aux femmes. d'exactions. Je pense aux femmes, madame. Les femmes avec... Je pense aux femmes. Quand je vois des images des femmes africaines qui traversent les jungles, mais bon sang, mais on n'est pas dans des pays où quand même c'est en paix parce qu'ils traversent le mais Salvador. est-ce que ça veut dire que l'Afrique a échoué à ce point? Oui, il y a un imaginaire, c'est-à-dire sur que... le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la construction d'un modèle citoyen qui... Il y a un rôle modèle qui, je pense que donc là maintenant je parle en tant que chef d'entreprise. Il y a un rôle modèle qui est véritablement à refaire et je pense que nos politiques ont beaucoup joué jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de regarder du moins nos politiques. Quand ils sont politiques quand ils envoient leurs enfants faire des vacances, ils envoient où? Ils envoient pas Kaolack, ils envoient pas dans le Sine Saloum, ils envoient leurs enfants à Dubaï. Quand leurs enfants finalement doivent faire des études, ils les envoient où? Ils les envoient à l'étranger systématiquement, Adama. Et donc, dans l'imaginaire collectif, la réussite en fait est quelque part. Et effectivement, mais ça on le savait déjà depuis longtemps, quand nos frères et sœurs de la diaspora rentrent aussi, ils vendent aux locaux de quelque chose potentiellement quand les gens viennent avec ce matériel qui viennent, que voilà, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont du travail quelque part là-bas, et que les gens d'ici en fait regardent ça. Et effectivement, ils disent non, moi aussi en fait là il faut que je parte. Et je dis c'est factuel. Quand le voisin ou la voisine finalement arrive à payer une voiture au père ou à la mère ou à la sœur, et que vous êtes là et que vous continuez à prendre du moins le transport en commun, mais ça travaille en fait quelque part la tête du moins de toutes les personnes. Et je pense que pour moi les premiers responsables c'est véritablement les politiques. Et ça quand même on y est. Alors où est-ce que vous placez la responsabilité des pères et des mères de famille? Effectivement. Puisque je le dis en pensant à l'histoire de ce jeune gamin de 15 ans qui a été mis par son papa dans un bateau et qui hélas est mort avec d'autres personnes en voulant rallier l'Espagne. C'est dramatique. C'est-à-dire que dans ces histoires d'horreur, il y a toujours les horreurs dans l'horreur. C'est ça que je suis en train de dire. Mais moi d'abord, les premiers responsables, parce que tu m'as posé la question, les premiers responsables, c'est qui? D'abord, c'est l'État parce que c'est eux qui gouvernent la cité. C'est eux qui donnent le là, c'est eux qui donnent finalement la vision. C'est-à-dire que vous-même, vous ne croyez pas, forcément, la plupart des gens qui vous suivent, en fait, de moins ne croient pas. Effectivement, la deuxième étape maintenant de la responsabilité, parce qu'effectivement, dire que tout est faute de l'État non plus, ça serait injuste. Au niveau de la famille. Mais une fois encore, Adama, la famille est irradiée par l'environnement, du moins qui les entoure. Quand vous voyez le père de famille, du moins qui se bat, quand vous voyez finalement du moins qui se battent, vous voyez la mère de famille, du moins qui se battent, mais qui s'en sortent pas. Et tout ce qu'on leur montre chaque fois, c'est il faut regarder à l'étranger. Et j'ai l'habitude de dire à cette jeunesse-là, même à ces parents-là, le Sénégal, comme la Mauritanie, géographiquement, est fait qu'ils se tournent, quand la jeunesse regarde, ils voient directement la mer. Mais derrière eux, je les appelle, d'ailleurs, je les interpelle, derrière vous, il y a 54 pays. Si on part au Sénégal, donc il y a 53 pays. Si on enlève la Mauritanie et le Sénégal, il y a 52 pays africains, en fait. Avec l'argent que vous avez récolté, est-ce que votre avenir n'est pas justement aller en Ouganda, aller au Cotonou, aller au Bénin, aller à Madagascar, aller en Afrique du Sud, au lieu finalement d'aller dans des pays lointains? En tout cas, selon les statistiques, presque les 2/3 des flux migratoires sont intra-africains. Effectivement. Malgré que les médias mettent trop la lumière sur le tiers qui sortent finalement du continent. Mais là, le danger que je perçois dans ce flux, c'est qu'on dévalorise la valeur travail. Les petits métiers ont quasiment disparu.
Et ce qui faisait autrefois la particularité du Sénégal, un pays de corps de métier, artisanat, etc., Oui, parce que les gens partent. a complètement fondu. Mais la faute à qui? Et le modèle de réussite, c'est vraiment réussir l'argent tout de suite, se faire de l'argent, construire sa maison le plus vite possible. Donc, le travail bien fait, la professionnalisation est reléguée un petit peu au second plan. Est-ce que c'est pas donc cette pression que les parents et la société exercent sur les jeunes qui fait que, ne pouvant pas la supporter, ils veulent tous s'éloigner, aller le plus loin possible et là-bas aussi faire tous les jobs qui se présentent à eux, parce que cette pression, elle est claire. On demande aux jeunes d'amener de l'argent. Effectivement. Peut-être aussi là où je qualifierais la responsabilité de l'État, c'est l'absence de protection sociale. Ce qui fait que nous avons des modèles de société inversés, alors qu'en Europe, il y a la sécurité sociale qui permet de s'occuper de toutes les classes d'âge. Ils ont leurs problèmes aussi. Ici, chez nous, on n'a pas de protection sociale, on n'a pas de couverture. En tout cas, ça commence, mais on n'a pas une couverture complète, ce qui fait que donc tout l'avenir et le quand tu passé es malade. Oui, effectivement. repose donc sur la jeunesse active. Tout à l'heure, effectivement, on a parlé de responsabilité. Avant de répondre à ta question, la responsabilité étatique, la responsabilité parentale et forcément la responsabilité de ces jeunes, Adama. Et là, je fais la transition par rapport à ta question. Tu poses la question, effectivement, et là, je trouve que c'est très intéressant. Nous avons la fameuse génération Y. Maintenant, par exemple, la génération Z, qui veut tout de suite, sans jamais vouloir fournir d'efforts. Hyper connecté. Voilà, hyper connecté, justement, et qui veut tout de suite. Très bourgeoise. Qui pense que voilà, que être influenceur, d'autres montrent ceci, cela ailleurs et que ça se passe ainsi. Et il faut aussi finalement que cette jeunesse-là ne s'échappe à sa responsabilité. Parce que cette jeunesse qui part, c'est effectivement, c'est des jeunesses finalement, comme tu dis, en fait, connectées. Connectés, ça veut dire qu'ils sont informés. Ce week-end, j'ai eu un débat avec un ami, demain sur cette question-là. Lui, il est beaucoup plus radical. Moi, je suis moins radical sur le fait que, pour lui, c'est que cette jeunesse-là, elle n'est pas du tout éduquée. J'ai dit non, quand même, dire ça, ça veut dire que c'est un échec total, en fait, de moins de tout le système. Il dit effectivement que lui, il assume que c'est un échec total de moins du système. Je dis quand même, dire ça, quand même, c'est assez dur. Et finalement, quand on réfléchit bien, cette jeunesse, effectivement, les jeunes, quand ils aiment, c'est-à-dire que cette jeunesse qui veut plus travailler, qui veut que tout leur soit servi, qui veut plus fournir d'efforts, dans rien du tout d'ailleurs. Quand vous regardez à l'école, aujourd'hui, quand on regarde demain ce qui se passe à l'école, c'est effarant. C'est effarant ce qui se passe à l'école. Effectivement, ils sont dans une période où tout est facilité avec l'IA, avec des choses demain qui se font automatiquement. Mais cette jeunesse non plus, il ne faut pas qu'elle se dérobe en fait par rapport à sa responsabilité. Donc, quand on le regarde bien, Adama, dans tout ça, tout le monde est quelque part responsable. C'est-à-dire que l'État qui gouverne la cité, les parents qui sont censés inculquer l'éducation à leurs enfants et la jeunesse en elle-même. Cette jeunesse, d'ailleurs, je les interpelle, c'est un peu paradoxal. On a dit le regain du panafricanisme, c'est-à-dire dans leur croyance en Afrique. Mais vous ne pouvez pas dire que vous croyez en l'Afrique et qu'en même temps, vous quittez l'Afrique. Vous ne pouvez pas dire finalement que vous croyez en l'Afrique, c'est-à-dire à l'unité africaine, et que dans tous vos imaginaires, je ne dis pas là, tous les jeunes, mais ceux qui partent en tout cas, dans vos imaginaires, vous ne voyez que l'Occident, finalement, en termes de signe de réussite. En sachant que l'Occident aujourd'hui, leur décadence a démarré. C'est-à-dire quand vous regardez toutes les analyses politiques, mœurs, sociales, tout ce que vous voulez, l'Occident en fait décline. Pourquoi il décline ? Parce que demain c'est un cycle. Et c'est paradoxalement, c'est-à-dire que cette jeunesse-là, et puis ils disent tous quoi l'Occident ? L'avenir c'est l'Afrique. Et c'est quand même paradoxal que l'avenir c'est chez nous et qu'il y a toute une grande partie de notre jeunesse qui n'a, du moins, pas une grande partie, mais parce qu'on n'a pas fait le sondage, parce qu'il y a quand même des gens qui restent, il y a quand même des jeunes qui se battent, il y a des gens quand même qui font des projets, moi je vois, etc. et tout. Mais c'est quand même, je trouve ça paradoxal que dans l'ère où le panafricanisme est partout, d'ailleurs à toutes les sauces, et c'est cette période-là qu'on a plus de jeunesse demain qu'il veut partir. Et c'est là où ça renvoie effectivement encore, je le dis, par rapport au rôle de nos États, peut-être à évoquer tout à l'heure avec le problème de visa, la réciprocité. C'est-à-dire, comment se fait-il que la jeunesse ailleurs, quand ils arrivent sur notre continent, nous étions toujours un continent accueillant.
C'est ça le propre de l'Afrique. Depuis la Mauritanie, en passant par le Sénégal, en passant par jusqu'à Madagascar, quand les étrangers arrivent, nous accueillons les étrangers. Ce ne sont pas les étrangers. C'est pour ça qu'on s'appelle entre nous frères et sœurs, parce que pour nous, l'autre n'est pas étranger. C'est l'unité culturelle africaine. Bien. Comment se fait-il que cette jeunesse-là, ailleurs, quand ils viennent chez nous, ils rentrent sans visa? Ils n'ont même pas les 6 000 euros que ces jeunes, finalement, ils ont. Ils ont peut-être juste le prix du billet d'avion et puis après, on verra. Comment se fait-il que nous, lorsque notre jeunesse, en fait, veut aller ailleurs, on les empêche? On leur demande de faire des visas. On leur demande de payer du moins des choses, même qui dépassent même l'entendement, pour ne rien donner à la fin, pour dire que vous pouvez pas. Ça, c'est le rôle de l'État, Adama. Alors, justement, moi, c'est sur ce point précis, le visa, que j'envisagerai le rôle, la responsabilité, non seulement des États, mais de l'Union africaine. Je m'explique. Quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, l'une des premières décisions, ça a été de dire « je vais faire la réciprocité » vis-à-vis de tous les pays qui imposaient le visa au Sénégal. Après 3 mois d'application du visa, avec la France notamment, c'est les hôteliers, le secteur des voyages, qui a demandé à ce qu'on enlève le visa parce qu'ils n'arrivaient pas à remplir. Donc, encore une fois, la primauté de l'économie. Mais moi, je pense que c'est la bonne solution, la bonne méthode, c'est d'appliquer la réciprocité, mais pas au niveau d'un pays. C'est au niveau de l'Union africaine, ou à tout le moins au niveau de la CEDEAO. Du continent, oui, je suis d'accord. De la CEDEAO, de l'UEMOA. Oui. Parce que il y a, en fait, nous sommes libéraux. Je pense que, cher Rivo, en dépit de quelques saillies qui vous échappent de temps en temps, vous l'êtes aussi. En fait, il faut une libre concurrence. Et la libre concurrence dans ce vaste monde, pour la mondialisation heureuse que nous appelons de nos voeux, elle passe par un traitement en égalité, en droit. Mais aujourd'hui, en tant qu'Africain, que vous soyez jeune, vieux, dans tous les métiers du monde, vous sentez quand même une chose qui pèse sur vous, tout le long de votre vie. C'est que vous êtes assigné à résidence. Oui. Vous ne pouvez pas circuler, sauf si vous faites comme le ministre qui envoie sa progéniture au Canada ou en Europe, dans l'espoir d'avoir un passeport, qui est le certificat d'affranchissement, puisqu'il ne faut pas être africain pour avoir la mobilité, comme du temps de l'esclavage aux États-Unis où il fallait avoir carrément le certificat d'affranchissement. Ou bien vous êtes jeune, vous n'avez rien, vous prenez la pirogue. Et pourquoi? Parce que vous essayez d'échapper à cette africanité. C'est pourquoi moi je pense qu'il n'y a pas un paradoxe entre cette aspiration panafricaniste qui relève des mythes et cette réalité d'Africain qui est dure, qui est difficile. Puisque vous voyez des jeunes qui ont le même âge que vous, qui n'ont pas dépensé 6 000 euros, qui peuvent venir chez vous, qui sont accueillis avec les honneurs, parce qu'on les appelle des expats ou des touristes, en tout cas pas des immigrés. Effectivement. Alors que vous, dans l'autre sens, même si vous êtes... On vous traite même comme des... bardés de diplômes, vous avez un compte en banque plus fourni que l'ouvrier moyen, ben vous allez être traité de potentiel candidat à l'immigration. Donc là, peut-être il faut refaire l'architecture des relations nord-sud, parce qu'on sent que quand vous êtes né dans le centre, c'est-à-dire entre les deux rives de l'Atlantique, en Europe ou en Amérique, vous pouvez circuler dans le monde entier. Bien sûr, on y ajouterait quelques pays du Golfe qui sont riches. Et si vous êtes né au-delà, et surtout pas en Afrique subsaharienne, alors là, il vous faut pratiquement investir une bonne partie de vos revenus pour acheter votre liberté en certificat de circulation. Et c'est peut-être là où l'Union africaine, cette Union africaine que nous aimons tous, qui est notre un petit peu mire d'espoir par lamentation, c'est là peut-être qu'elle devrait essayer de trouver un moyen de rééquilibrer les relations nord-sud, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire oui, les flux d'investissement sont les bienvenus, les flux de ressources naturelles de l'Afrique vers l'extérieur sont bénis par nos codes d'investissement, etc. et tout. Et les matières premières africaines peuvent partir, mais les Africains, eux, non.
Mais On veut votre poisson, mais vous, restez chez vous. On veut votre or, mais vous, non. Donc, ça veut dire ce que disait le regretté Samir Amin, on veut l'Afrique sans les Africains. oui, mais de toute façon, moi je partage parfaitement ta recommandation sur le fait que l'Union africaine, effectivement, on devrait ramener qu'on appelle ça là, ce débat-là au niveau de l'Union africaine. Mais que peut attendre de l'Union africaine, sincèrement? Une union, finalement, dont le budget est financé par l'étranger. C'est tout ça, du moins, le vrai problème. C'est-à-dire que on parle des problèmes africains, mais les gens qui sont censés vous défendre sont financés par ceux-mêmes, finalement, du moins, qui vous refusent. Et là, ici, je vais quand même dire le régime, en fait, libéral dans lequel, en fait, nous vivons. Tu sais, le pierre triangulaire du régime libéral, c'est quoi? C'est la liberté des personnes et des marchandises. Ailleurs, chez nous, c'est uniquement la marchandise, Adama. Ouais. C'est les personnes. La libre circulation des biens et des personnes. Exact. Mais les personnes, en fait, même pas dedans. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous vendent quelque chose, disent oui, soyez libéral, ouvrez votre marché, on va circuler. Tout le monde circule, sauf les personnes, sauf les plus concernés. Donc, ce que je veux dire juste par là, en fait, c'est que moi, je souscris parfaitement à ton idée. Ouvrons le débat au niveau de l'Union africaine, mais je me pose en même temps le débat, est-ce que cette Union africaine-là peut nous régler ça? Et quelque part, et là, je voudrais interpeller ici, juste une fois encore, les autorités. On a ce côté en Afrique, sauf certains pays quand même qui me donnent un peu d'espoir, peut-être on aura l'occasion de parler, c'est que les gens ne veulent pas. C'est-à-dire que lorsque moi je trouve un moyen j'envoie mes enfants à l'étranger ou je trouve la filière quelque part, je ne veux pas que toi, Adama... Que tu le saches. Voilà, toi, tu le saches. Ça, c'est très africain. Quand vous parlez, par exemple, j'ai un ami aux États-Unis, d'ailleurs, demain, je le salue, quand j'échange avec lui, il me dit, écoute, les Indiens chez nous, t'imagines, les Indiens, quand ils arrivent, ils achètent des maisons ensemble. Ils ne se connaissent pas, ils achètent des maisons ensemble, ils le louent, ou du moins, ils font quelque chose. Ils forment des communautés. Et effectivement. Mais nous, Africains, on a ce côté-là, je ne sais pas, bon sang, d'où vient ce côté-là. Individualiste. Mais pourtant, dans notre culte, c'est-à-dire que dans notre essence même, on n'est pas individualiste parce que ça, c'est le côté occidental. Mais sur ce côté-là, c'est ça que moi, je trouve vraiment très paradoxal. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas le bien des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi, j'estime que j'arrive à l'étranger et que je trouve que, franchement, arriver à l'étranger, c'est pas bien parce que moi, je galère, je fais 15 métiers et que moi, je n'en sorte pas. Mais pourquoi tu ne dis pas ça à tes frères là-bas? Certains, tu me diras, certains le disent certainement. On dit, écoutez, moi, je leur ai dit, mais eux ne m'écoutent pas. Mais s'ils avaient suffisamment une masse importante qui le fait à Adama, les gens, demain ne partiraient pas. Mais les gens disent non, que finalement, que chez eux, là, c'est-à-dire que moi, je suis aux États-Unis, même je fais 4 métiers, le matin, un autre métier, à midi, un autre métier, après-midi, un autre métier, le soir, un autre métier. Je m'en sors pas pourtant. Et je fais croire à tout le monde là-bas, parce que j'envoie, je sais pas, $100 ou $200 ou $300 par mois, que finalement, je vis bien et que. Donc, pour dire que je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'on doit régler ce problème de visa à l'échelle africaine. Et que je ne comprends pas pourquoi les autres jeunesses, parce que quand vous regardez en Europe, désormais dans leur cursus, ils veulent tous faire l'international. Et quand ils veulent faire l'international, ils aiment bien tous venir en Afrique en termes de projet. Mais pourquoi nos jeunes? C'est-à-dire qu'ils viennent, ils regardent, ils repartent. Mais qu'est-ce qui fait que nos jeunes à nous, rien ne dit finalement n'ont pas le droit de circuler. N'ont pas le droit de circuler dans le monde et même, et même en Afrique. Donc, nos jeunes ne sont pas compétitifs sur le marché des talents. Non, du tout. Sur le marché mondial des talents et du travail. Alors, il faut faire très attention. On est très compétitif. Non, je parle en droit. Si on met les droits, la liberté de circulation qui est pratiquement accordée à la naissance à un jeune, je lui en veux pas, un jeune d'Europe ou d'Amérique, alors que nous, à la naissance, tu es obligé, à partir d'un certain âge, d'investir d'abord, d'investir pour accéder à la respectabilité, au niveau zéro de l'Européen où tu peux circuler. Donc là, quand même, c'est un coût. Oui. Donc, être africain coûte cher. Et ce qui est frustrant... Est-ce que c'est pas ce qui explique que les jeunes vont au Canada? Parce qu'on a compris, c'est pas seulement politique. Mais c'est ça que je le dis à Damas, c'est-à-dire que c'est tellement frustrant. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pas régler? Mais la réponse est clairement oui, on peut le régler même 1000 fois et tout de suite. Mais c'est là où j'ai dit, c'est-à-dire que le premier responsable sont les politiques. Pourquoi ils ne règlent pas ça? Pourquoi ils ne règlent pas ça? C'est-à-dire que quand vous avez finalement aujourd'hui dans nos pays, quand tu regardes même, c'est-à-dire qu'on élargit un petit peu le débat, regardez les ministères régaliens. C'est-à-dire que les ministères régaliens, c'est quoi? C'est justice intérieure, affaires étrangères et je sais plus, et économie.
Mais ça, c'est pour les pays occidentaux. C'est-à-dire que dans les pays comme nous, où le capital fondamental et le capital le plus important est l'humain, c'est-à-dire que c'est celui qui occupe le ministère de la jeunesse ou le ministère de l'éducation doit être les ministères régaliens. C'est ça que je dis. Et quand je dis tout à l'heure, c'est un échec global, c'est un échec véritablement des politiques. Et il suffit de regarder le Sénégal. C'est ça, en gros, c'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui. Il y a ceux qui partent effectivement, mais il y a beaucoup aussi qui restent. C'est ça aussi qu'il faut le dire, parce que heureusement, tout le monde ne part pas. Heureusement, tout le monde ne part pas. Il y a quand même une jeunesse qui est là aussi, d'ailleurs, et je les encourage. Finalement, être encore plus conscient. C'est-à-dire que je pense que c'est la politisation. C'est ça, mon analyse à moi. C'est-à-dire que on a eu une génération lors de l'indépendance qui était très politisée. La jeunesse, tous les jeunes qui ont fait l'indépendance, donc les Modibo, tous ce qu'on connaît, ils étaient tous très politisés. Et en même temps, c'était pas la même démographie. Effectivement. Au fur et à mesure, quand tu regardes bien, même les combats aux États-Unis, les gens, en fait, la jeunesse, c'est dépolitisé. Et donc, du coup, on a laissé la politique, du moins qu'aux politiciens. Ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et quand même, ces dernières années, quand on regarde le cas du Sénégal, vous avez une jeunesse qui a repris, en fait, conscience qu'il faut faire de la politique. De la politique selon, en fait, ils estiment, en fait, comment il faut faire de la politique. Et je trouve ça hyper intéressant. Comme aujourd'hui, quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ceux qui partent, mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a quand même pas des autorités de ce pays qui appellent ces jeunes-là pour dire, écoutez, restez, on va lutter ensemble, on va faire de demain, du moins le Sénégal de demain et l'Afrique de demain, beaucoup plus large, en fait. Mais vraiment, c'est ça, moi, qui me frustre, Adama, c'est que c'est un problème qu'on peut régler. C'est un problème qu'on peut régler aujourd'hui. C'est-à-dire que nos présidents, ils passent leur temps à partir à l'étranger. Mais ils discutent de quoi, bon sang? Ils discutent de quoi? Ils discutent des choses futiles pour moi. La chose la plus importante pour leur pays, c'est ça. Comme tu dis, comment vous pouvez condamner votre jeunesse en termes de guerre de talent? Parce qu'ils ne peuvent pas circuler. Alors, moi, je pense que quand je t'écoute, cher Rivo, je me dis qu'il faudrait corriger la mondialisation. Il y a des erreurs, parce que la mondialisation telle qu'elle est conçue, elle est faite pour les Européens, elle est faite pour les Américains. Oui, ils l'ont fait pour et les Africains sont assignés à résidence, condamnés à être d'éternels vendeurs de bananes, de matières premières non transformées, comme c'était le cas d'ailleurs durant la colonisation avec l'échange exclusif. Et pourtant, nous avons une Nigériane, en l'occurrence Madame Ngozi Iweala, qui est à la tête de l'OMC. Donc, on n'entend pas, par exemple, ni de l'OMC, ni d'ailleurs, on n'entend aucune prise en compte des problématiques africaines. Parce que moi, je ne pense pas qu'on puisse accéder à l'émergence dans des règles aussi défavorables aux Africains. Puisque même si vous voulez, puisque c'est un sujet à la mode en ce moment, transformer nos matières premières au niveau local. Mais attention, il y a le Burkina Faso, par exemple, qui est en train de penser à créer une raffinerie très intéressant, de sur l'or et puis sur avec la tomate. Une société, Marena Gold, que nous saluons, puisqu'elle a remporté le prix de la meilleure PME lors des dernières Financial Africa Awards. Bon, même si s'ils raffinaient leur or, il y a des barrières non tarifaires qui les attendent. Il faut le certifier. Et les certificateurs se trouvent quelque part du même côté. Et si vous voulez transformer ou faire de la manufacture aussi, vos produits ne pourront pas être exportés parce qu'il y a des normes européennes, des normes industrielles. D'ailleurs, la Chine, elle a pu contourner tout cela par une seule arme que nous n'avons pas. Nous en avons le potentiel, mais nous ne l'avons pas. C'est le marché. Avec 1 milliard d'habitants, ils ont réussi à engager un bras de fer avec tous les pays et qui se sont pliés parce qu'ils se sont dit on ne va pas nous priver d'un marché d'1 milliard. Mais là encore, cher Rivo, le problème c'est que nous sommes autant que la Chine, 1,4 milliard d'habitants, sinon plus, mais c'est divisé par 54 pays, 54 législations, 54 clauses de nation la plus favorisée. Donc finalement, la démographie africaine, elle se dilue dans ses frontières, encore une fois, qui sont des frontières vraiment artificielles, même si, bien sûr, on respecte les États, les nations. Mais nous n'arrivons pas à dépasser finalement ces frontières qui sont physiques, mais aussi mentales. Mais tu as parfaitement raison, Adama, mais justement, c'est-à-dire que là, tu vois, là, on élargit un problème local, mais finalement, effectivement, c'était que la dernière strate de mon analyse, beaucoup plus globale, parce que là, effectivement, on a glissé tout doucement. Mais c'est là où je t'interpelle.
Tu as évoqué tout à l'heure une très belle idée. C'est le fait qu'il faut qu'on règle le visa au niveau africain, l'Union africaine. Mais à quel moment l'Union africaine négocie pour nous? Quand les autres ils négocient, pour les Européens, ils font l'Europe. C'est justement pour éviter que l'Espagne, que le Portugal, que l'Italie aillent tout seul. C'est l'Union européenne qui, du moins, qui négocie pour eux. Et même avec ça, ils ont des difficultés. L'Amérique, bon, c'est un pays continent. Nous, l'Union africaine, est-ce que c'est pas le job de l'Union africaine de faire ça? Mais à quel moment ils le font, en fait? Et c'est là où je te dis, on ne peut rien attendre d'eux. C'est-à-dire que si tu as une maison et que ce sont les voisins, du moins, qui te donnent finalement le budget, du moins, de ta maison, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas te révolter contre eux. Tu ne peux pas te révolter contre eux. Donc, c'est ça que je te dis, c'est que là, ce que tu dis, moi, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que la Chine, Google est venu. Google a dit non, démocratie. Les gars ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Facebook est venu, ça ne nous intéresse pas. Ils les ont mis dehors. Et juste sur ce seul critère-là, on a la démographie. Et c'est avec ça qu'ils ont construit la Chine. L'Afrique, aujourd'hui, on a le momentum, madama. À quel moment cette question est évoquée par nos dirigeants? J'ai jamais entendu parler de cette question par les politiques prospectives faites ni par l'Union africaine, ni par aucun des pays africains sur le devenir du monde de la démographie. Le Japon perd, en 10 ans, ils ont perdu 7 500 000 habitants. Le Japon, c'est deux peuples, la Russie aussi. Exactement. Le taux de naissance des femmes en Corée du Sud est des 0,75 ou 0,65. C'est-à-dire que les femmes ne font plus d'enfants. Donc, ce sont les pays qui vont mourir. Nous, on a des taux de natalité le plus élevés au monde. À quel moment nos politiques prennent ça en compte? C'est pour ça que je dis que moi, quand même, les politiques, quand même, c'est-à-dire que nous sommes tous responsables de ce qu'on fait, mais néanmoins, eux, ils ne peuvent pas quand même dire qu'ils ne sont pas responsables en fait, de la catastrophe en fait, qui est là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas corriger. C'est ça que je suis en train de dire. D'où quand vous regardez un peu partout en Afrique, tous ces, pas les soubresauts, mais ces mouvements finalement qui veulent finalement qu'on puisse changer pour qu'on puisse justement prendre en compte cette volonté finalement du moins de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une économie. Comme tu as dit tout à l'heure au départ, effectivement, tous ces métiers finalement tendent à disparaître parce que les couturiers, les mécaniciens, je sais pas, les boulangers, ils s'en sortent pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et en plus, tu dis au Sénégal, comme on va vers la mer, on va tout droit. Chikanam, c'est-à-dire que Chikao, Chikanam, comme disent les Sénégalais. Mais malheureusement, il n'y a pas les Chikao, il y a les Chikanam, mais il n'y a pas les Chikao. C'est ça que je dis en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment dommage. Donc, les politiques, pour moi, jouent un rôle important. Et nous avons des dirigeants, je trouve vraiment dommage, qui ne prennent pas en compte cette question de la démographie dans leur analyse. Et l'Union africaine, c'est la meilleure occasion, justement, pour qu'ils puissent faire payer honorablement vis-à-vis de concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes aujourd'hui à chaque Africain, qu'est-ce que tu attends de l'Union africaine? Les gens disent non. Va demander aux Européens qu'ils attendent des Européens. Peut-être il y a des eurosceptiques. Ça, j'entends bien, mais quand même, ils attendent quelque chose. Nous, on n'entend strictement rien de l'Union africaine, Adama. Pourtant, ça se joue là-bas. Nous sommes effectivement 54 pays. Comment tu vas les négocier? Là, aujourd'hui, je pense que tu as couvert ton journal. Regarde, sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, sommet Inde-Afrique, sommet Chine-Afrique, maintenant l'Arabie Saoudite-Afrique. Bientôt, on va nous appeler. Tout le monde nous appelle. C'est ridicule. Et ça fait longtemps qu'on le dit. En fait, l'Afrique est chosifiée. Effectivement. Dans le rapport entre l'Afrique et le reste du monde, on voit plutôt les ressources africaines, les ressources minières. Toutes les négociations portent sur l'accès à ces ressources, sur l'accès aux côtes, aux ressources halieutiques, sur l'accès aux terres. Mais on parle rarement finalement d'Africains. On parle rarement de l'ouverture des frontières dans les deux sens. Puisque vous voyez bien que les investissements directs étrangers que nous attendons et qui conditionnent peut-être notre attitude quémandeuse, font qu'on n'aborde pas les vraies questions. Oui, et même, excuse-moi de te couper, regarde sur l'investissement direct étranger. Qui est le premier investisseur direct étranger? C'est l'immigré africain. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que 100 milliards de dollars par an que les Africains envoient vers le continent. Donc c'est nous-mêmes en fait demain qui finançons le continent. Excuse-moi juste en fait demain t'avoir coupé, mais c'est juste pour te dire que la dimension qu'on voit au Sénégal, parce que tu as posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment le fait de partir? Est-ce que c'est vraiment la solution ultime pour chaque jeunesse? Et je t'ai répondu que c'est l'imaginaire. C'est les politiques qui façonnent demain ton imaginaire. C'est-à-dire que c'est eux. Mais quand tu mets ça dans la tête des gens que finalement il faut systématiquement partir, que la réussite est ailleurs et que tu es responsable. Peut-être aussi qu'en dépit de cette vague du néo-panafricanisme, il n'y a pas un idéal africain. Il n'y a pas un modèle, un idéal de réussite, un idéal de bonheur en Afrique. Quand même. J'ai l'impression qu'on se raconte des histoires, puisque la plupart
la plupart, ils n'ont qu'une idée en tête, qu'ils soient riches ou pauvres. Non, c'est d'envoyer leur progéniture à l'étranger. Non, ça quand même. Entre nous. Je ne partage pas parce que quand même, il y a quand même un effort qui a été fait. C'est-à-dire que pas suffisamment, mais qui a été fait. Il suffit, on peut prendre un exemple. C'est-à-dire que moi, le plus cité en Afrique, je trouve que voilà, on lui donne de crédit Dangote. Voilà, Dangote, voilà. C'est-à-dire que quand les gens veulent quand même voir une réussite africaine, en Côte d'Ivoire, celui qui a la tête de Blomfield, du moins que là tu connais très bien. Stanislas Zézé. Voilà, ce sont des très belles réussites. Quand on regarde ici au Sénégal, comme j'ai en tête, c'est-à-dire que j'ai les jeunes en tête, par exemple, j'ai du moins la start-up, par exemple, l'Africa Mobile, dirigée par un entrepreneur assez brillant, Malik Diouf. Il fait ce qu'il a à faire. J'ai les projets, par exemple, là, qui vont arriver, le véhicule électrique. Mais est-ce que c'est un modèle de réussite, c'est très beau modèle de réussite que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'il compense tous les clichés négatifs que nous, les Africains, charrions même envers nous, Adama, la représentation que nous avons de l'Afrique. Mais Adama, quand les Américains, en fait, c'est-à-dire que quand les Américains, quand ils font le modèle de réussite, est-ce que tu penses que les Américains citent des Chinois? Est-ce qu'aujourd'hui aux États-Unis, est-ce qu'ils disent non, mon modèle de réussite c'est Bernard Arnault, mon modèle de réussite c'est Xavier Niel? Est-ce que tu comprends ou pas? C'est-à-dire que quand tu façonnes les tiens, c'est ça le politique américain, c'est ça le rêve américain quelque part, dit voilà, vous êtes là, vous êtes quelque part. Et justement, est-ce qu'il y a un rêve africain? Mais bien sûr qu'il y a un rêve africain. Quel est le rêve africain? Le rêve africain aujourd'hui, c'est quoi le rêve africain? C'est de construire l'Afrique, tout à construire chez nous. Non, ça c'est un petit peu le rêve, c'est-à-dire le projet collectif, c'est de construire l'Afrique. Mais est-ce que individuellement, un Africain nourrit un rêve africain comme l'américain avec l'American Dream? Écoute, je ne représente pas les 18 millions de Sénégalais. Par exemple, si tu ne constitues pas un échantillon assez représentatif mais moi, si tu me poses de la jeunesse africaine, et je te rappelle que presque 50% des Sénégalais ont 19 ans. Effectivement, comme la moyenne de tous les pays africains. Médian. En Afrique, 70% ont moins de 35 ans. Donc, je pense il faut qu'on construise cet idéal de réussite. Regarde, justement, par rapport à mon activité, la rencontre des entrepreneurs, tu me dis, est-ce qu'il y a un idéal africain? Moi, je dis oui, l'idéal africain, pour moi, rivaux qui parle, parce que je ne peux pas parler pour les autres, c'est justement faire ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les PME. On aide les PME à se structurer. On aide les PME à lever de l'argent. On aide les PME à créer de l'emploi. Tout ça, on l'a fait, en fait. Pas peut-être modestement à notre échelle. Là, donc, voilà. C'est en tant qu'entrepreneur, mais le rêve africain, il faudrait aller le chercher chez les moins de 20 ans. Est-ce que les moins de 20 ans aujourd'hui au Sénégal, ceux que tu as eu à rencontrer, est-ce que les moins de 20 ans rêvent de rester en Afrique ou de partir? Oui, ils créent leur boîte. C'est-à-dire que là, récemment encore, c'est-à-dire que j'ai assisté il y a une semaine, il y a 2 semaines, c'est-à-dire que fait par un jeune brillant Sénégalais, Polytech Paris, du moins qui a monté un forum qui s'appelle Saltis. En fait, c'est pour développer l'intelligence artificielle. Oui, il y a un rêve africain, Adama. Les jeunes qui sont là, je dis, heureusement, tout le monde ne part pas. Ils rêvent de créer leur boîte. Ils rêvent de monter aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que ouais, je voudrais monter ma start-up, je voudrais monter mon salon de coiffure, je voudrais dominer ce marché, je voudrais finalement servir les miens, je voudrais travailler à l'hôpital. Oui, il y a un rêve africain. Mais le problème, c'est que ce rêve africain n'est pas nécessairement pris en compte par les politiques. C'est ça le problème. Il n'est pas pris en compte par les politiques. Comme tu dis effectivement aujourd'hui, quand l'âge moyen est 19 ans, et que quand tu es les politiques, l'âge moyen finalement c'est quoi, 55, 60 ans? Mais en fait, vous êtes en décalage au moins d'une génération. Au moins d'une génération. Les autres finalement qui ont 19 ans, quoi, ils sont nés dans les années quoi, 2000. Vous êtes nés dans les années 60. Il y a un problème. Mais forcément, je te réponds, il y a un rêve africain. Il y a un rêve africain. Détrompe-toi, il y a un rêve africain. Non, c'est pas que je ne crois pas qu'il y ait un rêve africain. Je m'interroge sur ce rêve africain. Moi, je te réponds, à la vue des flux massifs de jeunes qui veulent partir. Parce qu'on a parlé de Nicaragua avec tout ce long supplice pour arriver jusqu'aux portes de l'Amérique. Et pourtant, tout le monde voit les images, mais tous les jours, les candidats sont encore plus nombreux. Mais alors, que ce soit vers le Nicaragua, vers le désert, le grand désert libyen, vers Lampedusa. Sénégal, dernier recensement, nous sommes 18 millions. Oui. Combien partent? À la limite, même s'il y a 100 000 qui partent, ça ne représente même pas 1%. Mais 100 000 jeunes. C'est macabre ce que je dis, oui. 100 000 jeunes, pas... 100 000 jeunes, c'est-à-dire c'est une partie de l'avenir qui... Mais pour être cynique, Adama... Qui se barre. Oui, mais s'il y a une partie qui part, il y a une partie qui naît aussi. C'est une partie qui meurt. En fait, c'est la vie. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pour être un peu plus cynique, dans le sens où, effectivement, ceux qui partent, effectivement, ils partent, ils meurent. Mais heureusement, en fait, qu'il y a ceux qui naissent. C'est le cycle de la vie. Donc, ce que je dis juste, c'est qu'effectivement, nombreux,
La langue française, nombreux à partir de 2. D'accord? On ne va pas faire ce décompte macabre. Il y en a nombreux qui partent. Mais heureusement, ça ne vide pas le pays. C'est ça que je dis. Parce qu'il y a une prise de conscience. Mon analyse, c'est qu'il y a une prise de conscience politique. C'est ça, moi, qui me donne de l'espoir. Forcément, il y a ceux qui veulent toujours partir. Tu n'entends pas ce que tu dis. Écoute, pars pas. C'est dangereux. Ils veulent toujours faire leur propre expérience. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a toujours, comme l'exemple que tu as cité au départ, des cas exceptionnels pour moi où les gens partent ensemble, ils envoient leurs enfants. C'est des trucs incroyables, en fait. Mais pour te dire à quel point il y a certaines personnes qui sont tellement en désespoir pour arriver à ce geste-là. Mais heureusement, Adama, heureusement, sinon ça saurait que toute notre jeunesse demain ne parte pas. Et heureusement, cette jeunesse qui part est compensée par ceux qui naissent, malheureusement à ceux qui meurent, paix à leur âme. Et c'est vraiment triste. Mais nous, en tant qu'analystes, on doit dire aussi finalement que la vie continue en fait. Et que heureusement aussi finalement, il y a ceux qui naissent. Et on va faire en sorte que ceux qui naissent, pour faire en sorte, par exemple, ça c'est notre job à nous, qu'il y a un rêve africain. Et que ce rêve africain, c'est pas un rêve inatteignable, etc. Et tout, que c'est un rêve en fait concret, qu'il y a de l'avenir pour eux, parce que chez eux, tout est à refaire. On n'a pas d'industrie, il faut refaire l'industrie. Tout est à refaire chez nous. Or qu'ailleurs, tout est fait. C'est pour ça que d'ailleurs, ils provoquent des guerres, parce que comme tout est fait, il faut tout détruire pour reconstruire. Chez nous, tout est à reconstruire, on n'a même pas besoin de faire des guerres. Alors, il y a de l'espoir, comme vous dites. On constate auprès des deuxième et troisième générations de la diaspora des mouvements de retour, un peu timides mais réels, des ripates comme on les appelle. C'est des jeunes bien formés en général qui reviennent. Qui veulent partager leur expérience. Qui veulent partager leur expérience. Et surtout, ils te le disent souvent, nous voulons participer à la construction de l'Afrique, au développement, apporter notre part. Est-ce que vous pensez que ce phénomène, c'est finalement l'avenir de l'immigration? Il y aura donc une inversion du cycle et que à la longue, ces immigrés ou cette diaspora va revenir pour repeupler, je dis repeupler parce que l'Afrique est bien peuplée, mais pour prendre sa place auprès des autres Africains? Faisons la prospective, Adama. Ce sont des catégories de personnes qui ont vécu, effectivement, qui ont immigré, issus de la première ou la deuxième génération. Les parents, à l'époque où on pouvait encore voyager ou immigrer, ils ont eu le visa, d'autres sont nés là-bas, ils veulent retourner sur le continent. C'est une frange de la population qui est maltraitée, qui est marginalisée. Je ne fais pas la victimisation, je fais un constat. On pousse, il y a certains qui ont réussi, mais il y a beaucoup de plafonds de verre encore. Là, vous parlez des immigrés de la diaspora. Voilà, de la diaspora, finalement, dans leur pays d'accueil. Ils sont dans les cités. Effectivement. Maintenant, ils voient aussi, eux aussi, quand même, pendant un long moment, parce que leurs parents, par exemple, comme vous voyez beaucoup de la diaspora, qui ne parlent plus leur langue d'origine. Pourquoi? Parce que les parents ne voulaient pas, en fait, qu'ils parlent leur langue d'origine. Les parents voulaient couper tout lien. Exactement. Et eux, quand même, aujourd'hui, ils disent, OK, franchement, l'Afrique, c'est chez nous, il faut qu'on retourne. En plus, ici, on ne se sent pas bien. Effectivement, pour moi, eux, ils font partie de l'avenir. C'est-à-dire que l'Europe, dans 10 ans, 15 ans, ils vont perdre ces gens-là. C'est-à-dire que là, les gens-là, ils sont en train, effectivement, du moins, de retourner en Afrique. Et c'est très bien, on les accueille. On les accueille. C'est-à-dire que ici, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils retournent chez eux. Et je trouve véritablement que eux, ils feront partie de la solution. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas la solution, mais ils feront partie de la solution. Pour moi, en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut aussi que, voilà, les gens qui sont là, ils ont leur rapport, mais pour moi, ils font partie de la solution. C'est-à-dire qu'ils sont une des solutions sur le fait que cette immigration qui est là, d'accord, puisse finalement complètement se tarir. Parce que l'autre point, c'est ça qui m'a échappé tout à l'heure, mais peut-être il faut qu'on évoque, pourquoi en fait ils viennent aussi? C'est vrai que là, tout à l'heure, au début de l'émission, je te disais qu'il y a ce commerce négrier, malsain, macabre que nous-mêmes, entre nous, nous faisons. Mais pourquoi en fait on les appelle? Parce que ça aussi, finalement, qu'on ne dit pas. Pourquoi on les appelle dans ces pays-là? Parce que, comme tu dis, la mondialisation heureuse que moi, je n'ai jamais cru, il y a une mondialisation qui est là, c'est que ces gens-là, quand ils arrivent là-bas, ils sont affranchis. C'est-à-dire qu'ils poussent la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre au plus bas. Ils occupent des emplois que les locaux là-bas ne veulent plus occuper. Donc, ce sont, en gros, c'est les esclaves modernes de leur patronat, du moins, qui sont là-bas. C'est tout ça, en fait, le phénomène complexe. Ça, nos Africains, nous, Africains, il faut que nous arrivions quand même à décrypter ça. Il faut que ces jeunes, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils arrivent là-bas? Ils vont faire exactement le même métier chez nous qu'ils n'auraient même pas voulu faire chez nous. Ils font là-bas dans les pires conditions. Mais oui, mais ils le feront tant que c'est mieux payé là-bas qu'ici. Non, du tout, Adama. Tant qu'en comparaison, le pouvoir d'achat de leurs gains, de leur paye là-bas
est supérieur au pouvoir d'achat Non, on ne peut pas comparer comme ça, qu'ils ont Adama, comme tu ici sais. à métier égal, à travail égal, à peine égale, eh bien, je pense Adama, qu'ils on ne vont peut pas aller, comparer comme ça. C'est le modèle de Lévis. Mais Adama, c'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui, restons un peu, demande peut-être quelques minutes dessus. Moi, je trouve qu'on ne peut pas comparer comme ça. Quand quelqu'un est ici au Sénégal, finalement, ok, d'accord, oui, toi, tu es dans quoi? Ouais, je suis ouvrier, je gagne 70 000. J'arrive en France, il y a un SMIC. Bon, la France, pays que tout le monde connaît, il y a un SMIC à 1 200 euros. Oui, tiens, 1 200 euros, je le convertis finalement en francs CFA. Ouais, j'ai 700 000. Mais est-ce que tu oublies, Adama, là-bas? Mais là-bas, il faut te nourrir. Mais il faut rapporter au pouvoir d'achat. Il faut rapporter chaque pays au pouvoir d'achat, oui. comme je l'ai dit. Non, mais au pouvoir d'achat. nourrisses. Les 70 000, qu'est-ce qu'ils apportent? Non, mais ici, c'est-à-dire qu'avec 70 000, est-ce que tu peux vivre au Sénégal avec 70 000? La réponse est non. En Europe, est-ce qu'on peut vivre avec 1 200 euros en France? La réponse est non. Mais quel est le pouvoir d'achat de 1 200 euros, par exemple, en France? Quel est le pouvoir d'achat de 70 000 francs CFA au Sénégal? Et là, on va comparer. Pour moi, il est exactement équivalent parce que quand tu es à 70 000 au Sénégal, tu ne peux pas faire vivre ta famille. Qui peut faire vivre sa famille à 1 200 euros là-bas en Europe, du moins en France? Sinon, tout le monde aurait gagné 1 200 euros. C'est ça que je suis en train de juste te dire. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi de comparer, mais le gars qui gagne, la personne qui gagne 70 000 ou je ne sais pas 100 000 ou 150 000 ici au Sénégal, de la même manière qu'il n'arrivera pas à joindre le deux bouts, de la même manière que la personne en France à 1 200, c'est qu'on appelle ça le salaire minimum, il n'arrivera pas à joindre demain le deux bouts. Et donc tu quittes un endroit où tu n'as pas réussi à joindre le deux bouts, tu arrives dans un autre endroit où tu n'arrives toujours pas à joindre le deux bouts. Certes, il y a ce que j'appelle les avantages périphériques. Tout à fait. Oui, bon, on a des aides pour le truc social là-bas. Logement social, couverture sociale, accès aux soins, voilà. L'éducation gratuite, c'est pas aussi périphérique que ça pour. Non, pour moi c'est périphérique, Adama, parce qu'à la fin de la journée, comme pour tu un parlais père tout à de l'heure, famille, c'est pas aussi périphérique. Mais en termes de pouvoir d'achat, Adama, parce que tout à l'heure tu as dit, en termes de pouvoir d'achat, même si tu as tout ça, mais tu ne manges pas la sécurité sociale, tu ne manges pas tout ce que je te dis là, c'est les aides. Donc, à la fin de la journée, le père de famille à Dakar, où il avait des difficultés à boucler son fin du mois, d'accord? Il aura exactement la même difficulté à boucler demain sa fin du mois de l'autre côté. Et le pire, c'est qu'à Dakar, tu es en famille. Tu peux avoir ta famille, tu peux avoir les tantes, les oncles, etc. Là-bas, tu es seul désormais. Et tu es seul désormais. Tu es en famille dans une conception large de la famille. Oui, parce que nous sommes africains. Dans une conception large, dans la solidarité africaine. Ah ben, voilà. parce que nous sommes africains. Alors que le modèle là-bas, c'est la famille un peu nucléaire. Voilà. Donc, et d'où les difficultés, d'où les gens sont seuls, d'où les gens avec toutes les difficultés qu'il y a. Donc, vraiment, c'est-à-dire que je veux que cette jeunesse, là, on est en train d'analyser les choses. Voilà, je dis, si vous partez véritablement pour une vie meilleure, vous pensez une vie meilleure, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas non plus dire que aujourd'hui, on a Internet, comme tu dis, c'est une génération connectée, on sait exactement en temps réel ce qui se passe, il y a tout. Vous ne pouvez plus dire qu'on ne savait pas. C'est-à-dire quand vous partez au Nicaragua, vous devez traverser El Salvador, vous devez traverser du moins le Honduras. C'est des pays, bon, peut-être c'est des stéréotypes hyper violentés, tout ça. Moi, je pense que chez Rivo, dans cette mondialisation heureuse, et j'insiste sur le mot, bien sûr, c'est un vœu en fait. Dans cette mondialisation, il y a une concurrence entre pays pour attirer les meilleurs talents. Vous le disiez tout à l'heure, le Portugal, l'Espagne, la France, tous ont mis des visas, des visas nomades. Il y a toute forme de visa, même virtuel, pour attirer les talents. Singapour est rentré dans la danse, donc tout le monde va attirer les ingénieurs les mieux formés, les médecins, etc. Et on a vu la Grande-Bretagne qui a fait une OPA sur les médecins nigérians, qui en a pris 9000. Et voilà, durant la Covid. Donc, les pays sont en compétition encore sur ce point-là, et c'est ceux qui sont les plus attractifs en termes non seulement de pays, mais d'environnement, de sécurité juridique, de couverture sociale, qui vont en sortir gagnant. Et l'Afrique, on a beaucoup de lacunes sur ces points, puisque on parlait de l'assignation en résidence, parce que tout Africain est prisonnier, assigné en résidence jusqu'à nouvel ordre. Ceux qui peuvent pas voyager, parce que ceux qui ont des passeports diplomatiques, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir le moyen d'investir pour se libérer. C'est comme si tu nais dans une prison et on te dit, écoute, à 18 ans, 20 ans, prison break, essaye de t'échapper. Donc, on comprend, c'est valable pour les riches comme pour les pauvres, d'ailleurs. Et donc,
il y a ça. Deuxièmement, il y a l'environnement des affaires, la sécurité juridique, les libertés fondamentales, le droit à entreprendre, le droit à rêver, le droit même de blasphème, etc., etc. Bien, même s'il est à géométrie variable, on le voit. Hein. Mais il y a un ensemble de conditions qui vont forcément attirer des cadres à rester ou à partir. Et ces conditions, il faut les réunir. Et on ne peut pas vivre que de patriotisme et d'eau fraîche. Mais je suis d'accord avec toi, Adama. Une fois encore, je le dis. C'est-à-dire que j'encourage, et d'ailleurs, ça devrait s'inscrire dans le programme de nos jeunesses. Ils doivent voyager. Ils doivent aller à travers le monde. Comme tu dis, mais quand tu as signé à résidence, comment tu le fais? La jeunesse, quand les jeunesses viennent nous voir, les Australiens, les Chinois, les Coréens, ils ne restent pas nécessairement, mais ils viennent visiter. Mais ils ont des facilités du monde pour visiter. Donc, moi, je suis d'accord, Adama, pour que si tu quittes quelque part, après, voilà, nul n'est prophète chez soi. Si tu quittes chez toi pour te faire en Australie, pour te faire en Autriche, à Liechtenstein, ou en Ouzbékistan, je sais pas, en Guatemala, j'ai pas de problème sur ça, en fait. Mais que tu ailles là-bas, que tu as meilleur que chez toi. Mais je ne comprends pas juste que tu fais tout ça, que tu as encore moins que chez toi. C'est juste ça, en fait, mon point. C'est-à-dire que cette jeunesse-là, quand vous quittez Dakar, quand vous quittez le Sénégal, si vous dites, OK, je quitte le Sénégal, c'est après pour occuper les emplois à Wall Street, pour être, je sais pas, dans le demain chez Apple, je sais pas, travailler chez, je sais pas, chez les meilleurs entreprises. Là, vous parlez aux diplômés. Oui, oui, non, mais c'est-à-dire que je dis vraiment à cette jeunesse-là, parce que cette jeunesse qui part, il y en a beaucoup, du moins, qui sont diplômés. Il y en a beaucoup qui sont diplômés, c'est ça la tristesse. Et maintenant la question, c'est que valent le diplôme? C'est ça peut-être du moins la question. Que valent le diplôme? Rivo Ratimandressi, le patron de la RDE, Rencontre des entrepreneurs, c'est un débat passionnant que nous vous invitons à retrouver sur Financial Afrique. Donc là, on a parlé de l'immigration du Nicaragua. Je vous laisse dire votre dernier mot avant de clore ce débat. En tout cas, effectivement, c'était... en tout cas, merci pour les échanges, Adama. Je m'adresse aux jeunes, peut-être du moins qui nous écoutent, c'est que vous devez effectivement découvrir le monde. En fait, vous êtes jeune, c'est ça. C'est votre droit. C'est votre droit même, votre droit. C'est-à-dire que... Mais le monde ne commence pas avec les États-Unis. Commencez déjà à découvrir l'Afrique. Combien de jeunes Sénégalais ont pris l'avion pour aller découvrir ne fût-ce que la Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, mais ce qui les attire, c'est l'Occident, c'est ce qu'ils voient dans le film. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure en fait d'un imaginaire. Allez découvrir ces pays-là, allez en Angola, allez à Madagascar, là où je suis originaire, allez en Tanzanie, allez au Kenya. Il y a l'obstacle du visa là-bas aussi. C'est-à-dire que tout ça, désormais, chaque pays le font tomber un à un. Mais pour un Sénégalais pour aller en Tanzanie, ce sera beaucoup plus simple que pour un Sénégalais pour aller aux États-Unis. Donc, je dis à cette jeunesse-là, c'est votre droit de voyager. Explorer votre Afrique, l'Afrique mère. Effectivement. Et surtout, si vous partez, parce que vous avez fait le choix de partir, c'est votre droit aussi. Vous n'êtes pas obligé de rester en Afrique non plus. Ça, moi, je n'ai pas de problème sur ça, Adama. Mais si vous partez, je vous demande juste que là où vous allez, est-ce que vous allez faire, c'est-à-dire est-ce que vous allez occuper, vous allez... Une position moindre que celle que vous aurez occupée chez vous. Une position meilleure que vous avez chez vous. C'est juste ça que je leur dis. Je ne fais pas donc une insertion par le haut dans les chaînes de valeur du travail. Merci beaucoup Rivo Ratimandressi. Je rappelle que vous êtes CEO de la Rencontre des entrepreneurs à Dakar. Chers auditeurs, merci. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat sur Financial Afrique.